Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur la parole politique de Marine Le Pen. Oui, Et pour ça, on a une source principale, c'est une longue interview qu'elle a donnée sur CNews il y a peu de temps. On a aussi complété avec quelques éléments de son site de campagne de 2022. tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer sa vision, ses arguments, sa stratégie, mais en se basant uniquement sur ce qu'elle dit. Exactement. On va peut-être regarder ça sous trois angles. D'abord, sa vision économique et agricole. Ensuite, sa conception de l'État, de la souveraineté. Et puis, on finira sur son avenir politique personnel. Oui, et je crois que c'est important de le préciser, l'objectif, ce n'est pas de juger, c'est vraiment de comprendre la mécanique de son discours. La cohérence, les arguments. Voilà. Comment une figure politique majeure, comme elle, articule ses idées sur des sujets aussi cruciaux. C'est une exploration de sa logique, en fait. Alors, allons-y. Le premier thème qui saute aux yeux dans l'interview, c'est la colère des agriculteurs. On sent que c'est un sujet qui la touche particulièrement. Elle les qualifie d'héroïques. Absolument, c'est le point de départ de son argumentaire. Pour elle, ce n'est pas qu'un dossier économique. Ah non, c'est bien plus que ça. Elle en fait le symbole d'une critique beaucoup plus large de l'Union européenne. Elle parle d'idéologie de la décroissance, elle attaque les normes environnementales, le Mercosur. Pour elle, les agriculteurs sont en première ligne d'un combat qui les dépasse. Et ce qui est frappant, ce sont les mots qu'elle emploie. C'est très viscéral. Quand elle parle des écologistes stupides ou qu'elle décrit les éleveurs qui pleurent leurs bêtes, on n'est plus dans l'analyse économique là. Non, pas du tout. Elle utilise l'émotion comme un véritable argument politique, en disant que ces larmes prouvent qu'ils ne voient pas leurs animaux comme de simples outils de production, elle les transforme en gardiens de valeur. D'une certaine idée de la France en fait. C'est ça. Et ça se connecte parfaitement à son grand thème du patriotisme économique. C'est-à-dire que la défense des agriculteurs, c'est juste une facette de quelque chose de plus. Global. Précisément. C'est la vitrine parfaite de son triptyque de campagne. Protection, projection, transmission. La protection, c'est l'État qui défend un secteur stratégique. La transmission, c'est le patrimoine, la terre. Donc en gros, défendre les agriculteurs, c'est défendre son projet pour le pays. C'est une métaphore de son projet, oui. Sortir l'agriculture du libre-échange, prioriser le local. C'est l'application concrète de cette idée. Et cette logique de protéger les petits contre les gros, on la retrouve sur la fiscalité, non ? Il y a eu cette polémique sur son vote avec la gauche. Oui, et elle l'assume à 100% dans l'interview. C'était sur la taxe mondiale des multinationales. Elle ne recule pas. Pas du tout. Sa défense est très directe. C'est juste que ces énormes entreprises payent leurs impôts en France comme le font les artisans et les PME. Elle a même cette phrase, oui je l'ai notée, elle leur dit « Mesdames les multinationales étrangères, arrêtez de faire de la suroptimisation fiscale en payant zéro impôt en France ». Voilà. C'est un positionnement très stratégique. Elle trace une ligne de partage très nette, D'un côté, les classes moyennes et les petites entreprises, pour qui elle promet des baisses d'impôts. et de l'autre, une fermeté affichée contre les grands groupes. C'est une façon de se présenter comme la défenseur du peuple contre les élites mondialisées. C'est un ressort politique classique, mais toujours très efficace. D'accord. Mais alors la question des dépenses se pose. Par exemple, sur les fonctionnaires, sa position m'a un peu surprise. Elle ne tombe pas dans le cliché habituel de « il faut en supprimer ». Non, elle évite ce qu'elle appelle la facilité des gens de droite. Pour elle, le problème, ce n'est pas le nombre d'infirmiers ou de policiers. Elle cible autre chose. La suradministration ? Exactement, la suradministration. Elle pointe du doigt les 1200 agences de l'État, les comités, les observatoires. C'est là qu'il faudrait faire des économies, selon elle. C'est ça. Son argument, c'est de dire qu'on a créé une sorte d'État parallèle, un monstre administratif qui coûte cher. C'est lui qu'il faut dégraisser, pas les services publics de proximité. C'est habile. Ça lui permet de proposer des économies sans s'aliéner tout un électorat. Je vois. On protège le bon état du mauvais. Et sur un sujet aussi sensible que les retraites, comment elle fait le grand écart ? Parce que ses promesses s'adressent à des gens très différents. C'est une excellente question. Sa proposition est très segmentée. D'un côté, elle garde la promesse d'un départ possible à 60 ans pour les carrières longues, ceux qui ont commencé tôt et ont leur 40 annuités. C'est un message clair pour une partie de son électorat. Très clair. Mais de l'autre côté, Pour les autres, pour ceux qui ont fait de longues études, qui ont un travail qu'elle appelle intellectuel, eh bien le départ serait plus tardif. Ça pourrait aller jusqu'à 67 ans. ah oui, c'est une sorte de système à la carte. C'est ça. Une justice sociale qui n'est pas basée sur un âge unique, mais sur la durée et la pénibilité de la carrière. Elle essaie de construire un discours de justice en s'adressant à chaque catégorie. C'est intéressant, ça rompt avec l'idée d'un âge unique.
Et ça nous amène justement à sa vision de la France dans le monde, en Europe. Le Frexit, c'est donc bel et bien enterré. Ah oui, le mot d'ordre a radicalement changé. Fini la sortie, la stratégie c'est de transformer l'UE de l'intérieur, et elle ne s'en cache pas du tout. Elle utilise cette métaphore très parlante. Celle du cheval de Troie, exactement. La journaliste lui lance la formule « Owen ». C'est la stratégie du cheval de Troie. De l'intérieur, vous allez tout détricoter. Et sa réponse est un « bien sûr » immédiat, sans aucune hésitation. Elle ajoute même qu'elle compte sur des alliés comme Viktor Orban pour l'y aider. Mais ce qui est fou, c'est la tension dans son discours. D'un côté, elle dit ça, et de l'autre, elle qualifie l'UE de coup d'État permanent. D'instruments profondément antidémocratiques qui violent tous les traités. Oui, les mots sont d'une violence inouïe. Alors, comment peut-elle penser une seule seconde pouvoir réformer de l'intérieur une institution qu'elle décrit comme sale? Ça n'a pas de sens. C'est le cœur du paradoxe. Sa justification, c'est de dire que le rapport de force s'apaît. Elle prend toujours l'exemple de la politique agricole commune, la PAC. Ah oui, elle dit « Je demandais sa nationalisation, on se moquait de moi ». C'est exactement ce qui s'est passé. Pour elle, c'est la preuve qu'un grand pays comme la France peut imposer sa volonté et faire reculer Bruxelles. Son but, c'est l'Europe des nations. Cette volonté de reprendre le contrôle, on la retrouve puissance 1000 sur les thèmes régaliens, évidemment, la sécurité, l'immigration. Bien sûr, après les émeutes de 2023, elle s'est opposée à ce qu'elle a appelé la taxe Nel, cette idée de faire payer tout le monde pour les dégâts. Sa logique, c'est pourquoi les citoyens paieraient pour l'incurie du gouvernement. Voilà. Ces solutions, elles sont répressives. Les mairies doivent se porter partie civile, les responsables doivent payer jusqu'à la fin de leur vie. Son slogan, c'est « Il faut siffler la fin de la récréation ». Et pour elle, ça commence où, la fin de la récréation? À un seul endroit, la politique migratoire. Le lien qu'elle fait entre insécurité et immigration est systématique. Pour elle, la première des choses à faire, c'est d'arrêter l'immigration chaotique. C'est la clé de tout. D'accord, mais concrètement, comment elle compte faire? Quel est le mécanisme légal en restant dans l'UE? Alors, la solution qu'elle propose, c'est une véritable bombe constitutionnelle. Un référendum. Un référendum Pour inscrire le droit des étrangers directement dans notre Constitution. L'objectif, c'est de rendre la loi française supérieure aux traités européens et aux décisions de justice internationale sur ces sujets. La Constitution deviendrait une sorte de filtre souverain. Elle prend quand même soin de nuancer, de dire qu'elle ne met pas tout le monde dans le même sac. C'est un discours qu'on entend de plus en plus chez elle, non? Oui, elle insiste beaucoup là-dessus, c'est un élément clé de sa normalisation. Elle répète que les étrangers qui travaillent et respectent nos lois ont leur place, mais ceux qui trahissent l'hospitalité doivent partir. Et elle distingue bien ça des Français d'origine étrangère. C'est une ligne de crête. On a parlé de son projet pour la France, mais il y a aussi son projet pour elle-même. Son avenir personnel est menacé par la justice avec ce risque d'inéligibilité. C'est l'épée de Damoclès, oui. Et elle l'aborde de manière très frontale. Sa réponse est à la fois désabusée et très offensive. Oui, elle dit « l'avenir de ma présence dépend des juges ». Et elle ajoute cette phrase qui est terrible « la condamnation était faite avant même que j'aie parlé ». C'est ça. Elle se positionne clairement en victime d'un système judiciaire qu'elle estime politisé. Du coup, ça pose la question de la suite, de la succession. Hélas, faire sa défense de Jordan Bardella est totale. Ah oui? Elle ne fait pas que le soutenir, elle le blinde. Elle le décrit comme un militant endurci, avec une cuirasse bien plus épaisse que ses adversaires. Et elle utilise cette formule « il n'y a pas d'épaisseur d'un papier de cigarette entre vous deux ». C'est un adoubement absolu. Le message c'est « quoi qu'il m'arrive, le projet continue avec mon double ». Mais ce front uni avec Bardella, ça contraste énormément avec le regard qu'elle porte sur les autres. Justement. Sa nièce Mario Maréchal-Grand. Le ton est froid, presque clinique. Elle la voit comme une passerelle. Une passerelle utile au Parlement européen pour faire le lien avec le groupe de Giorgia Meloni. C'est purement stratégique. Pas le même traitement pour Sarah Knafo. Ah non, là c'est beaucoup plus dur. Elle lui rappelle qu'elle a été élue sous le nom de Le Pen et surtout, elle l'accuse d'avoir failli nous empêcher d'être au second tour. On sent que la plaie de 2022 n'est pas refermée. Et le dernier cas, Éric Ciotti, là, malgré les désaccords, elle lui tend la main. Oui, avec lui, c'est la stratégie inverse. On oublie les désaccords, comme les retraites, pour se concentrer sur ce qui rassemble, la baisse des impôts, l'immigration, l'UE. C'est un appel du pied très clair à une partie des Républicains. Donc si on résume, on a une vision qui est en fait très articulée. Tout tourne autour de la souveraineté nationale, d'un protectionnisme économique ciblé et d'une critique radicale du fonctionnement de l'Europe. Oui, son discours est calibré pour rassurer sur l'économie, tout en gardant une ligne très dure sur ses thèmes fondamentaux.
C'est un équilibre permanent. Absolument. Et pour conclure, je voudrais juste revenir sur cette histoire de cheval de Troie, parce que ça résume tout le pari et peut-être tout le risque de son projet. Oui. Quand elle répond, bien sûr, à l'idée de tout détricoter de l'intérieur, ça pose une question fondamentale. Est-ce que c'est une approche pragmatique, la seule possible pour un grand pays, qui ne peut pas juste claquer la porte, ou est-ce que ça cache une contradiction insoluble entre l'envie de rester à la table et une vision du monde qui semble, sur presque tout, incompatible avec le projet européen tel qu'il existe? C'est peut-être ça, le vrai pari de son